Si on fait un sondage auprès des gens pour leur demander quelle est leur plus grande source d'inconfort sur leur lieu de vie, la réponse qui revient le plus souvent, c'est le bruit. Mais le confort acoustique, c'est une notion complexe. Derrière se cachent plusieurs choses. Il y a l'idée de s'isoler du bruit extérieur, bien sûr. Mais il y a aussi l'idée que l'acoustique d'un lieu soit adaptée à ce qu'on y fait. Par exemple là, ça va pas du tout. Commençons par voir ce qu'est le son. Le son, c'est une onde de pression, de l'air qui vibre. Vous savez peut-être que la pression atmosphérique, c'est environ 100 000 pascal. C'est un petit peu plus au niveau de la mer et c'est un petit peu moins en altitude. Quand on entend un son autour de nous, c'est qu'il y a une onde de variation de cette pression dans l'espace et dans le temps. Une chose importante, c'est que le son n'est pas quelque chose de spécifique à l'air. Il peut y avoir aussi des ondes de pression dans les liquides ou bien dans les solides et donc du son qui s'y propage. Par contre, dans le vide, non, il n'y a pas de son, parce qu'il n'y a pas de matière, donc pas de pression. D'où le fameux « dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Une des caractéristiques essentielles d'une onde sonore, c'est sa fréquence. La fréquence, ça se mesure en hertz. C'est le nombre de vibrations par seconde. La fréquence la plus grave qu'une oreille humaine puisse entendre, c'est autour de 20 hertz, donc 20 vibrations par seconde. Et la fréquence la plus aiguë, à peu près 20 000 hertz. Sauf que ça varie avec l'âge. Par exemple, quand on vieillit, on perd une partie de nos capacités à entendre les sons les plus aigus. L'autre caractéristique importante d'une onde sonore, c'est son amplitude. Je vous ai dit tout à l'heure que la pression atmosphérique, c'était environ 100 000 pascal. Quand une onde sonore passe, elle fait très légèrement varier cette pression, mais c'est une variation minuscule. Le bruit d'une tondeuse, c'est juste une variation de 1 pascal. Et pourtant, ça en fait du bruit. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que l'oreille humaine a une incroyable capacité à entendre des sons sur une grande gamme d'amplitudes. Le plus petit chuchotement qu'on puisse entendre, c'est à peu près 50 millionièmes de pascal. À côté de ça, le concert de rock le plus fort de l'histoire, environ 50 pascal. Un concert de rock, c'est une amplitude de pression 1 million de fois plus importante qu'un chuchotement. Et pourtant, on arrive à entendre les deux. Vous voyez que notre oreille est un capteur incroyablement polyvalent. À tel point qu'utiliser le pascal comme unité de mesure de l'intensité sonore, c'est vraiment pas très pratique. Il faut dire qu'un son de 10 pascal ne va pas du tout nous paraître 10 fois plus fort qu'un son de 1 pascal. Alors qu'un sac de 10 kg à côté d'un sac de 1 kg... On a donc inventé une unité spéciale pour mesurer les intensités sonores, le décibel, le dB. 0 dB, c'est le plus petit son qu'une oreille humaine puisse entendre, à peu près 1/50 millième de pascal. Et ensuite, chaque fois qu'on double la pression, on ajoute 3 dB. Donc un son de 53 dB va correspondre à une pression 2 fois plus importante qu'un son de 50 dB. Pour mesurer le niveau sonore, je peux utiliser mon conformètre. Le conformètre, c'est cette petite boîte munie de tout un tas de capteurs qui est reliée à mon téléphone. Si par exemple je mesure le niveau sonore quand je me tais, une quarantaine de décibels. Et par contre, si je me mets à parler fort à 10 cm du capteur, plus de 70 décibels. Intéressons-nous maintenant à la manière dont le son se propage. On l'a dit, le son, c'est une onde. Et comme pour une onde lumineuse, quand un son rencontre un obstacle, il peut lui arriver que 3 choses. Soit le son est transmis, c'est-à-dire qu'il passe à travers, soit il est réfléchi, soit il est absorbé. Alors en fait, c'est toujours un petit peu des trois à la fois. Mais suivant ce à quoi on s'intéresse, on va se pencher plus sur l'une ou l'autre des composantes. Quand on est dans un lieu, on a envie en général de s'isoler des bruits de l'extérieur. On ne veut pas que les bruits extérieurs soient transmis à travers la paroi. Et pour ça, l'idéal, c'est d'avoir de la masse. Une bonne grosse paroi bien massive. D'ailleurs, ici, on n'entend pas grand-chose. Si je sors mon petit conformètre, je peux mesurer le niveau sonore en décibels. Et ici, un tout petit peu plus que 30 décibels, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Par exemple, ici, en extérieur, le niveau sonore, c'est plus de 70 décibels. Mais pourquoi est-ce que la masse, c'est bon pour s'isoler acoustiquement? On l'a vu, le son, c'est une onde de pression, donc c'est de l'air qui vibre. Et quand l'air qui vibre vient frapper la paroi, il la met en mouvement. Et c'est le mouvement de la paroi qui provoque la vibration de l'air de l'autre côté et donc qui transmet le son. Plus la paroi est massive, plus elle va être difficile à mettre en mouvement. Et donc, moins le son sera transmis. Il sera majoritairement réfléchi. C'est aussi simple que ça. Donc, pour s'isoler du bruit extérieur, il nous faut de la masse qui limite la transmission du son. Et pour ça, les murs d'une cathédrale, c'est idéal. C'est idéal pour s'isoler de l'extérieur, mais pour l'intérieur. On a vu tout à l'heure que quand je jouais de la guitare électrique, ça résonnait trop. Le fait que ça résonne, c'est parce que le son qui est émis à l'intérieur va se réfléchir sur les parois et va revenir à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la réverbération du son. Maintenant, il faut que j'installe le conformètre. Si par exemple, j'éclate un ballon et que j'écoute le son qui en résulte. 4 secondes. On sait que le son voyage à peu près 340 mètres par seconde. Ça veut dire qu'il a fait de nombreux allers-retours dans la cathédrale. Du coup, quand je joue de la musique, ce que vous entendez, c'est le son qui est émis par ma guitare, mais c'est aussi le son qui a été émis il y a plusieurs secondes et qui revient vers vous. Une belle cacophonie. Pour comprendre ce qui se passe, on peut faire une petite expérience. Ici, on a placé un haut-parleur très directionnel qui va envoyer du son.
Et juste à côté, on a placé une lampe qui va envoyer de la lumière. C'est pour que vous puissiez faire la comparaison entre le trajet du son et celui de la lumière. Et juste devant, on a mis un micro pour que vous puissiez vivre l'expérience en même temps que nous. Si j'oriente le miroir vers le micro, vous remarquez que vous entendez le son. C'est parce que les ondes sonores se sont réfléchies sur le miroir et vont jusqu'au micro. On pourrait penser que le fait que les ondes sonores se réfléchissent est lié au fait qu'on a un miroir. Mais on va voir que ça n'est pas le cas. On va placer cette surface. C'est du plâtre. Et vous pouvez constater qu'on entend toujours le son. Le fait que les ondes se réfléchissent, c'est parce qu'on a une surface qui est dure et lisse. Maintenant, on va mettre ça à la place. C'est un matelas de fibres. Vous pouvez remarquer qu'on n'entend plus les ondes sonores. C'est parce que le matelas de fibres absorbe le son. Si on se place dans une pièce dont les parois sont complètement tapissées d'un matériau absorbant, on n'a plus aucune résonance. Si je tape dans mes mains ou que j'éclate un ballon, le son s'évanouit tout de suite. Il est complètement absorbé. Mais je peux mesurer ça plus précisément avec mon conformètre. Moins d'une demi-seconde. Un temps de réverbération très court comme ça, c'est le principe des chambres qu'on appelle anéchoïques. Anéchoïque, ça veut dire pas d'écho. Être dans une pièce comme ça, c'est vraiment une sensation très étonnante. Très reposante pour certains, mais totalement insupportable pour d'autres. Vous comprenez maintenant pourquoi l'acoustique de la cathédrale est désagréable pour jouer de la guitare électrique. Le son se répercute trop. Idéalement, il faudrait pouvoir tapisser tous les murs d'un matériau absorbant. D'ailleurs, quand j'étais ado et que je jouais avec un groupe dans une cave, on avait mis sur tous les murs en béton des boîtes d'œufs vides. Ça permettait de limiter la réverbération et d'améliorer la qualité du son. Par contre, les voisins nous entendaient toujours, hein. Réflexion, transmission, on l'a vu, c'est pas la même chose. Évidemment, aujourd'hui, on sait faire beaucoup mieux que des boîtes d'œufs. On sait même adapter les matériaux en fonction de l'utilisation du lieu et même du style de musique. Pour un studio d'enregistrement, on va essayer d'avoir un temps de réverbération proche de 0. Dans un restaurant, idéalement en dessous d'une seconde. Et on sait que souvent, on en est loin. Dans une salle de classe, plus le temps de réverbération sera court, plus la voix de l'enseignant sera claire et intelligible. Surtout pour ceux qui sont au fond de la classe. Pour une salle d'opéra, on cherchera à avoir des réverbérations légères, autour d'une seconde. Pour un concert rock, 1 à 2 secondes. Et puis, pour du chant grégorien, ici c'est parfait. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne String Theory. À bientôt pour le prochain épisode.